Hey, hey, hey! I'm back again! Un jour, en préparant la vidéo Pourquoi toutes ces stars ont lancé leur marque de skincare, que je t'invite à regarder après d'ailleurs si ce n'est pas déjà fait, je suis tombée par hasard sur l'histoire de Brandon Truax, le fondateur de la marque The Ordinary. Ma première réaction? Oh my god, il est mort? Et personne n'en parle? Ou presque. En plus, c'est quoi cette histoire de fou autour de sa mort? Oui, j'étais choquée d'apprendre la disparition du fondateur de The Ordinary à l'âge de 40 ans seulement qui plus est. Le gars a sauvé la peau de pas mal d'entre nous et très peu savent qu'il est mort. Alors bon, je me suis dit que j'étais obligée d'en faire une vidéo pour retracer son parcours. Le gars a même un point commun avec Steve Jobs, en plus d'avoir été PDG. Ainsi, j'ai fait comme d'hab, j'ai fait ma curieuse et fait quelques recherches pour que je puisse aujourd'hui dans cette vidéo te raconter l'histoire fascinante de Brandon Truax, l'homme derrière The Ordinary. Avant toute chose, n'oublie pas de liker et de t'abonner. Je suis Tendo et je suis là pour te conter l'histoire de tous ceux qui brillent. Let's go! Désolé, là ça sera le moment un peu Wikipédiaesque. Brandon Truax est né le 19 juin 1978 sous le nom d'Ali Roshan à Téhéran, en Iran. Pour info, s'il était encore en vie au moment où je vous parle, il aurait eu 43 ans. Ouais, le gars était jeune. En 1995, sa famille déménage au Canada. Quelque temps plus tard, sa mère décède tragiquement du cancer du sein. Après le décès de sa mère, le père de Brandon Truax décide de retourner en Iran. Brandon choisit de rester vivre au Canada pour étudier l'informatique à l'université de Waterloo, dans la ville du même nom, dans la province de l'Ontario. Il en ressort diplômé en 2001. Après ses études, il effectue un stage pour les logiciels d'analyse dans une entreprise de cosmétiques à New York, New York. Quelle fut sa surprise quand il a remarqué les marges monstrueuses que dégageaient les entreprises sur les produits par rapport au réel coût de fabrication. Par exemple, une crème vendue 200 $ coûte 2 $ à la fabrication. Le même nettoyant de la marque à 30 $ contenait davantage d'ingrédients chers que la crème à 200 $. Bienvenue dans le merveilleux monde des affaires Brandon. Avant la création de The Ordinary, M. Truax a créé plusieurs autres sociétés, que ce soit dans le secteur de la beauté ou d'autres sociétés dont certaines avec plus ou moins de succès ou d'autres sans être en rapport avec la cosmétologie. Il y a eu la société de développement de logiciels appelée Shemat Corporation et une société de suppléments nutritionnels appelée Organic Senses Ltd, toutes deux dissoutes respectivement en 2007 et 2008. En 2003, là, il fonde sa première marque de skincare, Uoco, avec son partenaire Julio Torres, ou Julio Torres, soutenu par Pascal Cusano, un joaillier vancouverois. Ce dernier fut son mentor et investisseur. Cette marque est présentée comme fabricant de traitements de la peau de luxe, scientifiquement avancé formulé comme solution de rechange aux procédures cliniques, au laser et aux injections cosmétiques. Sa crème la plus populaire était vendue au prix de 525 $ et était infusée de venin de serpent qui, selon l'entreprise, atténuait les rides. Moi, tout ce que j'ai retenu, c'est 525 $. Mais Truax décide de démissionner de ses fonctions en 2011. Puis en 2010, il lance une autre marque de skincare, Indeed Laboratories, ou Indeed Labs, qui inclut l'innovante collection Nano Blur. C'est une collection axée sur la transparence et des prix accessibles. La collection contenait une lotion qui faisait que ta peau rendait mieux en photo. Brandon avait déjà à l'époque parfaitement compris le marché. Il commençait déjà à le révolutionner. Mais sa vraie révolution commencera quelques années plus tard. Cependant, il décide de partir de sa propre compagnie, Again, et vendre ses parts pour 72 millions $, pour en fonder une autre appelée DCM en 2013, avec l'aide de Madame Nicola Kilner et Monsieur Pascal Cusano, avec qui il a déjà collaboré par le passé. Pour info, Indeed Labs est toujours en activité et est concurrente de DCM. Entrons maintenant dans le vif du sujet. En 2013, Nicola Kilner et Brandon Truax, avec l'aide de Pascal Cusano, décident de fonder la société DCM, The Abnormal Beauty Company, le groupe de beauté anormale. Mais qu'est-ce que c'est DCM au juste?
Ce n'est pas qu'une société, c'est un véritable empire porté par l'ambition mais aussi par le génie de Brandon. Il voulait faire du monde de la beauté sa chose. Sa chienne, que dis-je, sa p***. Le fonctionnement de l'univers de la beauté, des soins de la peau en particulier, ne convient pas à Brandon. Selon lui, les consommateurs sont perdus devant trop de formules, de textures et de sensorialité. Les prix sont disproportionnés et la communication manque de transparence. Ce sont les raisons pour lesquelles il choisit de défier l'industrie cosmétique avec Deciem à l'aide d'un slogan clair, The Abnormal Beauty Company, le groupe de beauté anormale. Donc, il s'est dit qu'il va lancer 10 nouvelles marques de cosmétiques en même temps, d'où le nom Deciem, savant jeu de mots qui vient du latin decima qui signifie 10 dans une séquence. Et pourquoi ce chiffre et pas un autre ? Ils se sont basés sur le fameux dicton « tu ne peux pas faire 10 choses à la fois ». Eux, insolents comme ils sont, ils l'ont fait. Bon, je t'explique le principe fondamental derrière la création de cette société mère. Le but était que chacune des marques de Deciem pourrait participer à hauteur de 10% à la rentabilisation des coûts fixes liés à la production, la communication, au design, etc. En réalité, aucune de ces marques seules pouvait se permettre d'avoir leur labo dédié, leur installation de production et distribution ainsi que leur propre équipe créative et marketing. Mais combinées ensemble, elles peuvent se l'offrir en partageant tout simplement les ressources disponibles qui seront au service de toutes les marques. Il se repose sur une stratégie verticale. D'une manière plus simple, cette stratégie consiste pour une entreprise à intégrer et à gérer dans sa propre activité ses laboratoires, sa chaîne de production et son réseau de distribution. Du génie à l'état pur. Mouah! Certes, c'est un système utilisé dans pas mal d'entreprises, Ikea, Tesla, Apple, Amazon et que sais-je, mais rarement, voire jamais, dans le secteur des soins de la peau. J'ai remarqué que plus je m'informe sur cette entreprise, plus elle me fascine. Je précise, je ne travaille pas pour eux parce que après ça, on pourrait le croire, mais ils peuvent me donner quelques pupettes s'ils le veulent, hein. Bien évidemment. En plus, ils ont réussi à faire pas mal d'économies sur leur budget com, car leur communication consiste à se reposer sur le bouche à oreille à l'ère des réseaux sociaux. Et ça fonctionne plutôt bien, car même les stars et influenceurs s'y mettent. Moi qui pensais que ces personnes étaient payées pour en parler, eh bien c'était apparemment pas le cas. Selon la cofondatrice de The Ordinary, ils n'ont jamais fait appel aux stars ou aux influenceurs, car ils estiment que c'est plus valorisant que leurs produits soient recommandés par quelqu'un sans contrepartie financière. Donc, j'ai bien dit toutes les vidéos intitulées « Je teste la marque The Ordinary », aucune n'était sponsorisée apparemment. Waouh! Les gens le faisaient par pure curiosité, avec un soupçon de clout quand même. Bref, une stratégie plus que payante. Il faut savoir que les premières marques créées n'étaient pas spécialisées dans les soins du visage. En quittant Indeed Labs, Brandon aurait signé un contrat avec la clause de non-concurrence dans le domaine du skincare au niveau du visage. Cela veut dire que pendant 2 ans, il lui était interdit de créer des marques dans ce domaine. Mais ça ne l'a pas arrêté. Notre Brandon, c'est un petit malin. Malinx, le lynx! Pour contourner cette clause, il a d'abord lancé Inhibitif, produit pour les cheveux, Fontaine, marque de compléments alimentaires sous forme de boisson, Hand Chemistry, produit d'anti-âge pour les mains, que certains utilisaient tout de même pour le visage. Les 2 ans ont passé, la clause a expiré. Il a pu ainsi créer le reste des marques que contient Deciem aujourd'hui. Voici les plus connues du plus grand public. Niod se place comme une marque premium, et il faut toucher le marché du luxe tout de même. Sa gamme de prix est justifiée par le packaging, mais surtout par des formules ultra poussées. The Chemistry Brand, des produits et soins pour le corps et les cheveux comme des crèmes anti-âge pour les mains ou des huiles pour le corps. Ilamide, on va dire que c'est un entre-deux chez Deciem. Avant même la création de The Ordinary, il y avait Ilamide. En gros, les prix sont plus abordables que ceux de Niod, mais plus complètes en termes de formulation que les produits de chez The Ordinary. Hif, ou Hair is Fabric, traduit par les cheveux et tissus, est une ligne de soins pour les cheveux. Abnormally, marque axée sur les parfums d'ambiance. Même si ces marques sont toutes différentes les unes que les autres, elles ont néanmoins une mission en commun. Le mariage entre la fonctionnalité, le design et l'authenticité. Le groupe agit donc comme un incubateur de marques. En 2015, le groupe devient enfin bénéficiaire. C'est ironiquement la 11e marque qui fera péter les scores et élèvera le groupe Deciem au rang de réel empire. J'ai nommé la marque The Ordinary
créé en août 2016. A priori, sur le papier, c'était une autre marque de skincare, dans la lancée de toutes celles lancées par DCM. Une marque qui ne teste pas sur les animaux, dite cruelty free, des packaging minimalistes, les noms des produits sont les actifs et non leurs effets, le non-usage de produits dits controversés, mais encore utilisés par d'autres entreprises à l'époque, comme le parabène ou le sulfate. Ouais, rien de fifou en soi pour le groupe. Les raisons du succès de cette marque sont évidemment les prix très abordables, la transparence des compositions, ainsi que la qualité des actifs malgré le prix du produit final. À partir de là, le casse de l'industrie de la beauté peut réellement commencer. C'était du jamais vu. Aucune autre entreprise à l'époque ne proposait ça, parce qu'avant ça, DCM s'échauffait clairement tout en prenant l'apéro. Ils avaient du succès, ça c'est sûr, mais c'était rien, nada comparé au succès après le lancement de The Ordinary. DCM, à travers The Ordinary, souhaite toucher toute personne se souciant de sa peau. Peu importe son budget, son type de peau ou s'il est novice ou pas en matière de skincare. Malgré le fait que les noms des produits peuvent faire peur à certains, la société prend le temps d'éduquer. En plus, les nombreuses vidéos sur les réseaux sociaux sur les produits aident énormément. Vidéos faites par les utilisateurs de la marque. Une pub parfaite et gratuite. Le bouche à oreille positif marche du feu de Dieu. On parle de sérum à moins de 10 €, quand de base, on n'en trouvait pas à moins de 50. En plus de ça, efficace. Comment ne pas être intrigué? C'est limite trop beau pour être vrai. Quand la plupart des entreprises spécialisées dans le skincare prônaient la pensée que les meilleurs soins de la peau sont les plus chers, The Ordinary était leur antithèse. Petite anecdote. Le succès de The Ordinary n'était réellement pas prévu par leur fondateur. Apparemment, ils voulaient simplement prouver un point marketing. Ils se sont vraiment dit « Allez, on va voir comment ça se passe si on commence à être réellement transparent en communiquant sur les ingrédients et à quel point ils sont abordables. Allons foutre la merde !» Merci pour la masterclass. Seulement un an après son lancement, en 2017, le groupe Estée Lauder, qui est, je le rappelle, l'une des principales entreprises américaines de production et de distribution de produits de beauté et qui est dans le top 5 des marques cosmétiques les plus puissantes dans le monde, rien que ça, s'intéresse de plus en plus à DCM au vu du succès de la marque The Ordinary. La marque à elle seule génère aujourd'hui la majeure partie des bénéfices du groupe. Là, c'est évident qu'ils se disent « il est temps de se faire encore plus de pépettes ». Estée Lauder acquiert alors au départ presque un tiers des parts de la société mère pour la modique somme de 50 millions de dollars. DCM accepte car la demande de la part des consommateurs est tellement forte qu'il faut plus de fonds pour produire plus de produits. J'ai oublié de vous dire que les bénéfices engendrés par The Ordinary représentent presque 80% du bénéfice du groupe. Voici la minute pépette. Très peu d'infos concernant le chiffre d'affaires du groupe circulent avant le rachat de certaines parts par Estée Lauder, mais j'ai pu trouver quelques chiffres tout de même. J'ai besoin de vous en mettre plein la vue quand même. En 2018, DCM aurait réalisé un chiffre d'affaires de plus de 330 millions de dollars. En 2020, le chiffre d'affaires réalisé est de plus de 460 millions de dollars. On parle d'une croissance de presque 40%. Cela signifie une montagne de pépettes. Courant 2021, Estée Lauder annonce augmenter sa participation à hauteur d'environ 76%, soit les 3/4 pour un montant d'1 milliard de dollars. Leur plan sur le long terme, c'est d'évidemment acquérir la totalité des parts de DCM. Fin de la minute pépette. On n'en veut pas à Estée Lauder de s'intéresser à DCM. L'impact qu'a eu The Ordinary et donc de facto DCM est colossal. On assiste là à un réel phénomène. Et beaucoup de marques de skincare aujourd'hui s'inspirent d'une manière ou d'une autre de The Ordinary. C'est devenu une référence. L'idéologie, accessibilité, transparence et efficacité prônée par Brandon Truax se propage comme une traînée de poudre. Brandon et ses coéquipiers ont créé quelque chose d'extraordinaire tout en étant insolents. Moi j'appelle ça quelque chose de mauvais. Sérieux, il y a des gens qui se cassaient la tête à vendre des sérums à 90 balles et lui, il vient avec un sérum formulé de la même manière, mais à 9 €. Mais PTDR, c'est beaucoup trop fort! Une étude récente révèle que la marque de soins pour la peau est aujourd'hui la plus populaire au monde, saisissant la première place des griffes les plus recherchées dans pas moins de 41 pays, devant Dove, Bioderma et CeraVe.
La marque a même su séduire la nouvelle génération. The Ordinary est une des marques de beauté les plus populaires sur TikTok notamment, avec plus d'1,6 milliard de vidéos à son sujet. Cependant, malgré le succès, on s'aperçoit de la descente aux enfers de Brandon à travers de nombreuses controverses et polémiques, le conduisant à sa mort tragique à l'âge de 40 ans. Brandon a toujours été considéré comme un génie par son entourage. C'était une personne très agitée qui ne tenait jamais en place. Il parlait vite et était très expressif. Le gars avait du charisme, de l'humour et était surtout très imprévisible. Et tu vas vite comprendre la définition du mot imprévisible au fur et à mesure de cette histoire. Malgré les bons côtés, il n'était pas parfait et parfois pouvait sembler être cruel. Ça lui arrivait de s'en prendre à des journalistes, à des abonnés en ligne, voire même à ses propres employés. Peu après l'entrée au capital du groupe Estée Lauder, le comportement de Truax est passé de passionné à dérangé. Les controverses ont débuté timidement, sans crier gare, à partir de janvier 2018. Il lance une pique à l'un de ses concurrents, Drunk Elephant, via une pub sur les réseaux sociaux, en stipulant aux consommateurs par rapport à l'un de leurs produits au Marula qu'il faut être bourré pour payer ces produits trop chers, au vu du prix du Marula. Les deux marques proposaient le même produit avec le même ingrédient. Bon, au vu du produit, Truax 1, Drunk Elephant, moins 1000. Les gars, c'est quoi ça? Quand j'ai vu ça, j'ai crié. Mais il a dû s'excuser tout de même via le compte de la marque DCM car back in the day, Drunk Elephant était une marque indépendante et très appréciée par les amateurs de skincare, qui voulaient juste clairement leur donner de l'argent. Donc son commentaire pouvait paraître très shady. Personnellement, j'ai adoré, même si ici on ne dit pas non à un peu de shade. Peu après, il prend le contrôle du compte Insta de DCM. De base, les entreprises engagent des personnes pour gérer leurs réseaux sociaux, mais il lui refuse. En vacances au Maroc, il poste des photos bizarres de poubelles, mais aussi d'animaux morts. Je rappelle que c'est toujours via le compte de la marque. Un jour, il annonce aux yeux du public la fin de la production pour une marque de produits pour les lèvres, sans réelle raison. Ça surprend un peu, mais ce n'était pas plus inquiétant que ça pour les personnes qui le connaissaient. Pour eux, c'était même normal. Il a toujours été ce gars maniaque qui dirige l'entreprise. En plus de gérer les réseaux sociaux de sa marque, il gérait également le côté relations publiques avec la presse. Il voulait avoir un accès direct avec les journalistes. Mais apparemment, tout ce que faisait le gars, c'était de partager les derniers gossips de ses employés aux journalistes, blogueurs, avocats et même à certaines agences de l'État. On remarque chez lui de plus en plus un comportement instable et une santé mentale qui se dégrade. Pendant ce temps-là, des anciens employés de la société contactent la presse pour accuser Brandon et Riyad Sweedan, son manager d'entrepôt, d'harcèlement moral. Bon, ça, c'est rien. Ce n'était que le début. Plus j'avançais dans mes recherches, plus mes yeux s'écarquillaient. Sur un coup de tête, Brandon vire Nicola Kilner, pourtant là depuis le début. Elle se fait remplacer par Stéphane Kaplan, mais il démissionne peu après, car il était toujours vénère que sa pote Nicola se fasse virer. En conséquence, ils perdent le droit de vente dans certains Sephora, mais aussi chez d'autres distributeurs, car l'entreprise paraît un peu... instable. Faut savoir aussi que Nicola n'était pas tant fâchée que ça. Elle faisait entièrement confiance à Brandon, même à ce moment-là. Et avant de se faire virer par lui, elle s'est souvenue de lui avoir demandé si ça allait. Le jour d'après, elle était virée. Je crois que dans la tête de Brandon, c'était... Comment ça va? Elle est folle, elle commence à poser trop de questions celle-là. You're fired! Malheureusement, ça n'allait qu'en s'empirant. Il publiait de plus en plus de photos dérangeantes ou inappropriées sur le compte de la marque, tout en insultant, critiquant quelques abonnés au passage. Pareil sur son compte perso. Il devient parano, pour lui des gens le suivent dans la rue, où il affirme qu'au sein de sa propre compagnie, des crimes financiers se produisent. Cerise sur le fraisier, il a même annoncé la grossesse de son ancien employé Nicolas, alors que c'était une confidence, parce qu'elle venait de l'apprendre. Elle était enceinte de 4 semaines et l'avait dit à peu de personnes. Durant la même année, il est hospitalisé à plusieurs reprises, 4 fois dans 3 pays. Mai 2018, il se fait prendre par la police londonienne en pleine conso de... Il a avoué avoir appelé lui-même la police, mais il les a fait venir pour d'autres raisons dues à sa paranoïa. Plus tard, il dira qu'il a été piégé.
Autour de lui, ils sont concernés par l'état de Brandon. Il semblait être en détresse, les gens voulaient l'aider, mais il s'énervait en guise de réponse. Il était très difficile de communiquer avec lui. Le pic des controverses survient courant octobre 2018. Brandon prend une décision inattendue. Il décide de fermer DCM. Et vous savez pourquoi? Allez, je vous laisse quelques secondes deviner pourquoi. Parce qu'il en avait envie. Ouais, je sais, ce n'est pas terrible comme excuse. Bon, après, il fait ce qu'il veut, hein. C'est son entreprise, mais monsieur, il y a des règles tout de même. Il prend cette décision sans même avoir eu l'accord des membres du conseil administratif. Il l'annonce sur les réseaux sociaux, qui plus est. En fait, c'était pour mieux investiguer de son côté sur les supposés crimes financiers. Ah oui, bon, tout s'explique du coup. Je vais faire un petit spoiler alert, il n'y a aucune preuve de ces fameux crimes financiers. 3 jours après, Estée Lauder, l'un des actionnaires du groupe DCM, mais aussi les autres partenaires, décide de porter l'affaire au tribunal. Même Pascal Cussano, son mentor en affaires depuis le début, ne lui fait plus confiance. Cette année-là, Truax a apparemment forgé la signature de Cussano sur un document hyper important. La confiance entre les deux hommes s'est rompue. Verdict de la décision de justice, Estée Lauder et les autres partenaires ont gain de cause. Ils chassent en moins de Truax, fameux point commun avec Steve Jobs. Viré lui aussi de sa propre société. Bon, les circonstances ne sont pas les mêmes, hein, mais tout de même, fallait bien vous intriguer, non? En plus, une ordonnance restrictive est donnée à Brandon pour protéger le PDG d'Estée Lauder, car il l'a menacé dans la foulée par mail. Yikes. Il se fait donc bannir de la gestion du compte Insta de l'entreprise, et Nicolas revient en tant que dirigeante intermédiaire à 7 mois de grossesse. Stéphane, son pote solidaire, revient également. La marque est finalement revenue chez Sephora et d'autres distributeurs. Des dramas dignes d'une télé-réalité. Je vous le dis, et ce n'est pas fini. It's a lot. Pendant ce temps, au service client de la marque, ils étaient débordés. Surtout que les ventes explosaient, dû au fait que les gens avaient peur que ce soit réellement la fin. Donc ils achetaient en masse afin de faire leur stock. Certains penseront que c'était là qu'une stratégie marketing tellement les ventes étaient immenses. That's suspicious. That's weird. Nicolas pensait qu'à travers les dernières mesures extrêmes décidées par le groupe, Brandon cherchera l'aide dont il a besoin pour s'en sortir. Avant 2018, il ne buvait pas d'alcool et était l'une des personnes les plus respectables du monde, dit-elle. Courant 2018, il se fait supposément choper en pleine conso de clément les vertus créatrices et spirituelles à ses employés. Le gars ne voulait tout simplement pas être seul à planer au taf, je crois. Non, plus sérieusement. À ce moment-là, il était évident qu'il aurait dû être pris en charge par des personnes compétentes. Au lieu de le virer et croire qu'il allait tout seul, comme un grand, chercher de l'aide. Son entourage aurait dû encore plus l'aider. Après avoir été démis de ses fonctions, c'est finalement le 20 janvier 2019 que Brandon Truax meurt tragiquement à 40 ans. Suite à une chute mortelle depuis son appartement à Toronto, appartement situé au 32e étage. La thèse du suicide est suggérée sans vraiment de preuves, malgré sa santé mentale détériorée. Son supposé petit ami de l'époque, Riyad Sweden, affirmera qu'il a simplement chuté. La veille sur les réseaux, il postait bourré son adresse. Était-ce là un ultime cri de secours? Nous ne le saurons jamais. Suite à la mort du fondateur, la marque a décidé de créer un programme pour les problèmes liés à la santé mentale appelé Hugs. Malgré son style de vie et ses controverses, Brandon Truax restera à tout jamais le fondateur d'une marque iconique et inspirante, The Ordinary. Pour conclure, aujourd'hui, DCM et The Ordinary se portent très bien, malgré la perte de leur fondateur. Ils ont tout de même décidé de fermer plusieurs de leurs sociétés pour se consacrer uniquement sur les marques The Ordinary et NYOD. Brandon Truax fut et restera un entrepreneur passionné et révolutionnaire, un peu comme Steve Jobs. Voilà un point commun supplémentaire. Il a su imposer sa vision forgée à travers ses nombreuses expériences. Dès le départ, il fixait son objectif de renverser les standards dans le monde de la santé cutanée. J'utiliserai les mots de Truax quand il décrivait sa société en 2018. Elle n'est plus anormale, c'est simplement le nouveau normal. Malheureusement, à la fin, ses addictions et sa santé mentale ont pris l'avantage
et l'ont emporté. Qu'ils puissent reposer en paix. Guys, it's time. Yeah, it's time to say goodbye. Merci d'avoir pris le temps de regarder ma toute petite vidéo. C'était bien trop court. Je me suis éclatée à l'écrire, la réaliser, la monter et découvrir autant de choses sur Monsieur Truax. Dis-moi ce que tu penses de l'histoire de Brandon en commentaire. Est-ce que tu le connaissais ou tu viens juste de le découvrir? Dis-moi si The Ordinary ou une autre marque de DCM fait partie de ta routine skincare. Hey! C'est ton moment de shine en commentaire parce que là, j'en peux plus d'être la seule à piapiater. Sur ce, je te laisse liker, t'abonner et patienter jusqu'à ma prochaine vidéo. Ta patience en vaudra le coup. Ou pas. Je te fais des bisous partout. Oui, j'ai bien dit partout. Cordialement, Tendo. Okay. I love you, baby. Let's get it. T'es encore là, toi? Ok. Bon. Dis-moi alors, est-ce que tu sais pourquoi la majorité des stars créent-elles leur marque de skincare depuis ces dernières années? Si tu veux savoir pourquoi, je t'invite à regarder ma vidéo intitulée « Pourquoi toutes les stars créent-elles leur marque de skincare ?»